Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler VPN, plus particulièrement WireGuard. Alors WireGuard, qu'est-ce que c'est? C'est un VPN qui est assez récent mais qui marche très bien, qui est très facile d'utilisation et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup d'OpenVPN, en même temps c'est un peu la référence aussi en termes de VPN, mais pour le coup WireGuard est tout aussi sécurisé, voire peut-être même plus, et beaucoup plus simple à mettre en place. Ici on est donc sur leur page d'accueil, donc avec leur documentation. Je la trouve pas forcément très explicite, donc j'y ferai référence rapidement, mais après je vous montrerai aussi d'autres références, et puis après on va faire tout le process ensemble pour vous montrer exactement comment ça se passe. Pour la partie installation, on verra ça ensemble, mais vous avez des installateurs donc pour Windows, pour Mac, et puis sinon en ligne de commande évidemment pour la partie Linux. Et après donc on va suivre rapidement le Quick Start pour comprendre à peu près comment ça fonctionne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer un petit schéma donc du réseau qu'on va simuler. En fait, on va simuler donc un réseau distant qui sera donc sur le masque de sous-réseau 192.168.20.0 et donc on aura deux machines dessus, donc celui qui nous servira de serveur, et ensuite une autre machine sur laquelle on essaiera de se connecter à distance. Ici donc on a notre séparation, on a internet grosso modo, et puis après la partie ici donc du client principal, donc on peut s'imaginer que c'est un ordinateur à la maison pour pouvoir se connecter par exemple au réseau du travail. Alors à quoi ça va ressembler? Finalement moi j'ai monté, alors en l'occurrence ce sont des conteneurs Docker, mais ça pourrait être des VM ou ça pourrait être en SSH sur les trois machines différentes, il n'y a pas de souci. À gauche on travaillera la partie serveur, en haut à droite la partie client 1 et en bas la partie client 2, mais qu'on ne fera que dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors on va s'attaquer tout de suite à la partie installation. Alors comme je vous disais, soit on suit donc ce qui est marqué ici, ou alors sinon je vous mettrai le lien aussi dans la description. J'ai trouvé un autre site qui est assez sympa et qui explique aussi bien le principe que l'installation et la configuration. Donc j'y ferai référence à quelques reprises. Alors on va commencer déjà donc sur notre serveur. Alors, pas besoin de faire sudo, je suis déjà enregistré en tant que sudo, par installer WireGuard. Oui, on veut télécharger, cela peut prendre un petit peu de temps. Voilà, donc WireGuard s'est installé avec succès sur notre serveur, histoire qu'on y voit un petit peu clair. Je vais faire un coup de clear et je vais vous montrer quelque chose qu'on n'a pas encore, que je voulais vous montrer juste avant. Si je fais un coup de IPA, donc là nos différentes interfaces, celle qui va nous intéresser notamment c'est donc la ETH1, c'est là-dessus qu'on voit bien qu'on a notre réseau 192.168.20. Voilà, et si je vais donc sur le client 2, on va retrouver le même masque de sous-réseau, comme quoi ils sont bien sur le même réseau. Alors que si je vais sur le client 1, là pour le coup je n'ai pas cette interface là. Voilà. Donc actuellement les machines ne se voient pas donc les unes les autres, mis à part le client 2 avec le serveur, puisqu'ils sont sur le même réseau. Donc le but ça va faire communiquer donc ce serveur avec ce client et ensuite ce client avec le deuxième client en passant en fait finalement au travers du serveur. Mais on va voir ça progressivement. Voilà, donc sur le serveur on a fini l'installation de la partie WireGuard, donc très simple. Je vais me déplacer dans le dossier principal de WireGuard. Évidemment on peut mettre après tout ce qu'on veut dans des dossiers différents, mais il faudrait lui spécifier au moment où on lancerait l'interface. Donc pour le coup là je vais les laisser là et comme ça sera le plus simple. Alors le principe de WireGuard c'est quoi? Ça va fonctionner sur une paire de clés, donc de chaque côté pour le serveur et pour les clients, il faudra systématiquement générer une paire de clés. Mais WireGuard nous permet de le faire directement en fait avec son petit utilitaire, donc ça c'est très pratique. Et ensuite donc chaque peer, c'est comme ça qu'il les appelle, va utiliser donc la clé privée, la clé publique pardon, pour chiffrer les messages qu'il va envoyer, et puis ensuite de l'autre côté ils vont utiliser la clé privée pour déchiffrer les messages qui ont été envoyés par l'autre peer. Donc on va voir ça juste après. Voilà, donc là on s'est déplacé dans le dossier WireGuard. Donc on va utiliser WireGuard qui a une petite utilitaire pour pouvoir nous permettre de générer donc une clé privée. Donc le résultat de cette commande GenKey est effectivement la clé privée. On va donc la jouer pour sortir la clé privée. Donc par défaut les droits, le masque de droit, donc le 0.22, c'est pas suffisamment sécurisé pour les clés, donc il nous propose de passer en 0.77. Donc c'est ce qu'on va faire de suite, masque 0.77, et vu qu'en fait il nous a déjà créé la clé mais avec les mauvais droits, on va la retirer et la recréer. Voilà. Donc là on a bien une clé privée qui a les droits qui correspondent au masque 0.77. On va d'ailleurs regarder à quoi elle ressemble. Alors vu que mon serveur n'est pas du tout exposé, je n'ai aucun risque à vous la montrer.
Voilà, donc je la copie parce qu'on en aura besoin pour après, et après donc à partir de cette clé privée, il va falloir qu'on en dérive une clé publique. Donc là c'est pareil, il y a un utilitaire, donc WG PubKey, qui va prendre pour le coup en entrée la clé privée pour pouvoir déterminer ensuite la clé publique, et on va en faire ressortir la clé publique. Voilà, donc on utilise cette syntaxe là, entrée, et puis là, hop, par magie, on va avoir donc la public key, on peut l'afficher aussi, celle-là, pas de souci, qui sera donc associée à cette clé privée. Donc évidemment, il faudra qu'on fasse la même chose après sur le client, parce que chaque peer, comme je disais, va avoir besoin de cette paire de clés, mais on fera ça dans un instant. Donc là, si je regarde dans notre dossier TC WireGuard, qu'est-ce qu'on a? On a juste notre paire de clés. Maintenant, pour chaque interface qu'on va vouloir monter, parce qu'effectivement, avec le même binaire WireGuard, après, on peut monter plusieurs interfaces. On peut avoir donc plusieurs liens VPN qui sont montés, enfin tunnels VPN qui sont montés en parallèle, il n'y a aucun souci. Pour chaque interface, on va devoir avoir un fichier de configuration. Donc par convention, ces fichiers donc, sont préfixés par WG, et après le numéro, un numéro qui est incrémenté, donc par défaut la WG0.conf. Après, en réalité, ce nom de ce fichier de configuration peut avoir un autre nom complètement. Vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, peu importe, il n'y a aucun souci. Il faudra juste le spécifier au moment où vous allez monter l'interface. Alors, dans chaque fichier d'interface, on retrouve systématiquement deux parties, et ce, que ce soit côté serveur ou côté client. Donc il y a la partie interface qui détermine en fait lui-même qui il est en quelque sorte, et la partie peer. Donc, la partie peer, ça va être qui sont les autres personnes avec qui je vais communiquer à travers cette interface. Il peut y avoir un ou plusieurs peers. On va voir exactement comment ça se passe après. Commençons donc pour la partie interface. Côté serveur, il va falloir qu'on détermine plusieurs choses. Alors déjà, systématiquement, il faudra qu'on mette la clé privée. Et ça sera vrai tout le temps. Donc si je reprends ma clé de tout à l'heure, hop, voilà, que j'avais copiée, je vais la mettre ici. Parce que typiquement, pour une autre interface, si on montait la wg1.conf, on pourrait décider d'utiliser une autre paire de clés, donc il faut lui spécifier, c'est pas parce qu'elle est co-située que forcément il va prendre celle-ci, donc il faut lui remettre dans l'interface. Deuxième chose que l'on va devoir faire, c'est lui donner une adresse. Donc nous, en l'occurrence, on va utiliser le masque 10.0.0, et donc là, on va donner au serveur l'adresse .1. On lui mettra un /32 parce qu'on n'a pas besoin qu'il prenne d'autres adresses. Ensuite, en l'occurrence, vu que c'est le serveur, il va falloir qu'on lui dise sur quel port est-ce qu'il va écouter, donc sur quel port est-ce que les clients vont pouvoir l'attaquer finalement pour essayer d'établir une connexion en VPN. Donc le port par défaut, le 51.820, donc on va conserver celui-ci, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour la partie interface, donc pour l'instant ça nous suffit. Ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est configurer la partie peer. Donc la partie peer va lister le ou les clients qui vont potentiellement se connecter dessus. Pour chaque client, il faudra qu'on mette donc leur public key. La public key donc sera nécessaire. Évidemment, on ne met pas la private key. La private key restera sur le serveur client. Par contre, le client, quand on va le créer, il va falloir qu'il partage sa clé publique avec le serveur pour que le serveur puisse chiffrer les messages avec cette clé publique et que le client puisse les déchiffrer avec sa clé privée. Donc on la renseignera après une fois qu'on l'aura créé côté client, et puis ensuite il faudra aussi qu'on lui dise sur quelles adresses IP auxquelles adresses IP va avoir le droit ce peer. Donc en l'occurrence, enfin surtout en fait, à partir de quelles adresses IP, quand est-ce qu'on va avoir ces adresses IP, quels messages devront être envoyés à ce peer là. Donc en l'occurrence, ça correspond à peu près en fait au champ adresse qu'on va avoir dans la partie interface. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on prenne une autre adresse. Donc on va prendre la .2 par exemple, et c'est pareil, ça sera la /32. Ça veut dire qu'en fait tous les messages qui vont partir de notre serveur, qui auront pour destination cette adresse là, devront partir à ce peer là. Ici on pourrait très bien, alors on a la possibilité de commenter, il n'y a pas de souci, donc je peux mettre ici hop, une petite dièse, client 1, et on pourrait mettre client 2 et déterminer après les autres avec uniquement leur public key et leur allowed IPs, il n'y a aucun souci. Donc pour l'instant je vais enregistrer le fichier tel quel, et ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est donc configurer notre client pour récupérer sa clé publique. Alors en l'occurrence, j'ai déjà installé sur le client la partie WireGuard, et je suis déjà dans le dossier etc WireGuard, et j'ai d'ailleurs notamment déjà créé la clé privée et la clé publique. Donc on va ici également créer un fichier de configuration, donc le wg0.conf. De la même manière, comme je le disais, il y aura toujours deux parties, la partie interface
et la partie peer. Alors en l'occurrence, on va se retrouver, on va réafficher ici ce qu'on a mis de l'autre côté, on va retrouver à peu près les mêmes champs, mais finalement un peu à l'inverse de ce qu'on a côté serveur. Parce que pour le coup, ici l'adresse, donc ça sera celle qu'on lui a mis dans la partie load IPs. C'est-à-dire que lui, il s'attend à envoyer les messages avec l'adresse 10.0.0.2/32. De la même manière, il faut aussi qu'on lui renseigne sa propre clé privée. Donc ça, on ira la renseigner juste après. Et pour l'instant, pour la partie interface, c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Pour la partie peer, il va lui falloir plusieurs choses. Il va lui falloir notamment le endpoint. Le endpoint, ça veut dire sur quelle est l'URL sur laquelle je dois taper, avec qui est-ce que je dois m'établir. Donc en l'occurrence, on va récupérer l'adresse IP publique, ou en l'occurrence, vu qu'on est sur un réseau Docker, je prendrai son adresse IP de Docker, mais sinon on pourrait mettre soit l'adresse IP publique, ou alors la résolution DNS est faite, donc vous pouvez très bien faire mettre un nom de domaine. Par contre, il faut absolument spécifier le port. Donc ici, hop, je vais juste revenir en arrière, on va faire un coup de IPA, récupérer l'adresse IP qui va m'intéresser, donc celle-ci. Et on a dit le port, on utilise le 51.820. Et de la même manière, en fait, il va nous falloir aussi sa public key pour qu'on puisse communiquer, donc chiffrer les messages avec cette clé publique et pour que lui puisse les lire ensuite avec sa clé privée. Hop, donc je vais prendre sa public key et la renseigner ici. Pour le moment, c'est tout ce qu'on va mettre et je vais juste donc récupérer la clé privée de ce client pour lui renseigner à lui-même. Et on va prendre la clé publique du client que l'on va communiquer du coup à la partie serveur. Voilà, c'est tout ce qui nous manquait ici. Voilà, donc là côté serveur, il sait qu'il va devoir prendre cette URL là, il va écouter sur le port 51.820 et il aura un client, donc on pourrait lui donner un nom un peu plus explicite, mais là ça suffira. Donc il y aura cette adresse IP là et avec lequel il faudra utiliser cette clé publique là. Voilà. Je vais enregistrer ce fichier de config et on va tenter donc de lancer WireGuard. Alors, par défaut, vous allez très probablement, surtout côté serveur, utiliser finalement un service pour le lancer. Donc si c'était le cas, vous utiliseriez systemctl. Alors il faudrait déjà faire un coup de enable et ensuite on va voir ce qu'on va mettre et ensuite un coup de start. En l'occurrence, moi je ne vais pas utiliser la fonctionnalité des services, déjà parce que j'ai pas une machine virtuelle qui est complète, donc j'ai pas forcément toutes ces fonctionnalités là, mais surtout là en l'occurrence je ne vais pas en avoir besoin pour vous montrer. Donc si vous deviez établir le service, vous devriez écrire exactement la même chose, ce que je vais mettre ici après. On va utiliser donc l'utilitaire wg-quick et ensuite on va lui mettre arrobase et ici on va lui mettre le nom de l'interface. Donc en l'occurrence, vu que notre fichier s'appelait wg0.conf, il va monter une interface wg0. Donc wg-quick a besoin de savoir sur quelle interface. C'est pour ça que je vous disais, c'est intéressant de laisser les fichiers de config dans etc WireGuard. Ça permet de ne pas devoir spécifier où ils sont. En fait, on fait juste un coup de wg-quick wg0 et donc là donc si on le faisait avec systemctl, on mettrait systemctl enable, etc. Voilà. Nous on va faire juste un tout petit peu différemment, vu qu'on n'utilise pas le service, on va lui passer la commande en fait directement. Donc on va faire wg-quick up, on va monter cette interface et en l'occurrence l'interface wg0. Voilà, donc là on voit qu'il fait en fait finalement différentes commandes. A priori ça s'est bien passé et on peut le confirmer si on fait un coup de IPA. On va voir qu'on a une interface supplémentaire qui s'est créée, l'interface WG0 comme on l'a nommé, et il a bien pris l'adresse qu'on lui demandait. Donc a priori, pas de souci. Je peux aussi vérifier les interfaces qui sont montées, éventuellement les pires avec lesquelles il y a une connexion qui est établie, en faisant un coup de WG. Donc là, ça nous montre les différentes interfaces, la clé publique qui est utilisée pour cette interface. Évidemment, il ne nous affiche pas la clé privée. Et les pires qui existent pour cette interface. Alors ici on voit qu'elle n'a jamais été connectée, c'est normal, on n'a pas monté la connexion en fait côté client. Donc finalement côté client il ne nous reste plus qu'à faire la même chose, wg-quick up wg0.
il nous a bien monté l'interface, un coup de IPA juste pour vérifier. Effectivement, on a bien la WG0 ici, et on a bien notre adresse IP en .2. A priori, tout va bien. Hop, je fais un coup de clear. Là, si je refais un coup de WG, a priori, rien de nouveau. Je vais vous expliquer pourquoi on ne voit pas. Alors, il n'y a pas de connexion permanente en fait qui est établie. Alors, pour vérifier que tout s'est bien passé, on peut aussi tenter un ping. Donc, on va tenter un ping directement sur le serveur. Donc, la 10.0.0 entrée. Alors là, on voit qu'on a un petit souci, on n'a pas de réponse. Je vais vous expliquer de suite ce qui se passe. En fait, dans notre fichier donc wg0.conf, il va juste nous manquer une petite chose. Ici, en fait, c'est ce qu'il faut lui spécifier en plus. C'est la règle en fait suivant laquelle, à partir de quel moment est-ce qu'il va utiliser cette interface WG0 et non pas les autres interfaces possibles. Donc finalement, en fait, il va créer automatiquement une route, voilà, une route en quelque sorte dans IPTab pour dire, ok, si tu respectes cette règle-là, dans ce cas-là, tu fais passer les paquets par l'interface WG0 et pas par le TH0 ou le TH1 en fonction de ce qui est défini par défaut. Donc cela, ça s'appelle les allowed IPs, de la même façon que de l'autre côté. En l'occurrence, nous, dans ce sens-là, on veut que tous les paquets qui soient à destination de 10.0.0/24 prennent finalement la route WG0. Donc, je vais enregistrer ça. On va refaire un coup de down pour le coup, histoire de lui couper l'interface et de la remonter. Voilà, donc a priori tout s'est bien passé et on voit notamment ce qui est rajouté à la fin, c'est qu'il rajoute une route, donc pour tout ce qui est en 0, il passe donc par la WG0, donc c'est ce qui nous intéresse. Désormais, si on retente le ping, cette fois-ci, il passe bien. Voilà, pas de souci, impeccable. Et si je refais un coup de WG sur mon serveur, ici je vais voir que j'ai bien eu un handshake il y a à peu près 8 secondes. Voilà, donc il y a quelques paquets qui ont été transmis, jusque-là tout va bien. Maintenant, je vais vous montrer aussi une autre fonctionnalité. Je vais donc rééditer mon wg0.conf. Si on faisait plusieurs coups de WG d'affilée ici, on verrait qu'il n'y a pas de nouveau handshake qui est fait. Ici, surtout, ce qui ne va pas être mis en place, c'est qu'il n'y a pas de connexion permanente. C'est notamment pour ça qu'on ne voyait pas la connexion tant que le client ne s'était pas réellement connecté, on n'avait pas envoyé des paquets, notamment au travers du ping. Ce que l'on peut faire, c'est rajouter ici une option qui s'appelle persistent keep alive. Par défaut, on va la laisser à 25, qui va dire je veux garder la connexion active en fait en envoyant des paquets qui nous permettent de garder cette connexion. Cette option sera particulièrement intéressante finalement quand on va faire du NAT. On va voir exactement après comment ça se passe pour que les routes en fait restent bien en place. Voilà, donc je vais resupprimer et recréer l'interface. Alors, j'ai dû faire une petite faute de frappe sur le persistent keep alive. Voilà, c'est avec un E. Hop, on va juste modifier ça. On refait un coup de hop, et cette fois-ci, c'est bon, il est bien passé. Hop, là je vais refaire un coup de clear pour qu'on y va un petit peu plus clair. Et si je fais un coup de WG0, là pour le coup on voit que automatiquement, même si j'ai pas fait de ping, il a bien un handshake qui a été fait et des paquets qui vont être employés régulièrement finalement pour garder la connexion ouverte. Voilà, donc là on a vu en fait comment on pouvait établir une connexion. Alors WireGuard par défaut c'est une connexion point à point, donc finalement on a une connexion entre notre serveur et notre client. Donc là par exemple si j'avais des services, un serveur HTTP qui tournait sur mon serveur, je pourrais y accéder directement en utilisant cette adresse, donc 10.0.0.1, après sur le port, peu importe, 80, 443, etc. Donc sur notre schéma, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien la communication entre ce client, donc qui a bien récupéré cette adresse IP là, et ce serveur. Maintenant, nous, notre objectif, c'est d'avoir accès potentiellement à l'intégralité de ce réseau, au travers des adresses 192.168.20. Donc en l'occurrence, si j'essayais de, malgré que j'ai un accès en fait sur ce réseau, si j'essayais d'accéder à ce deuxième client, donc à 192.168.20.3, même depuis le client, ça ne fonctionnerait pas. On peut essayer, hein, bien sûr. 168.20.3, ici, ça ne me redonne rien. Alors, il y a plusieurs raisons à ceci. Comme on l'a vu finalement quand on a édité ici le wg0.conf, on lui dit à partir de quelles adresses IP, sur quel masque d'adresse IP, on veut que ces adresses soient redirigées vers l'interface WG0. Donc ici finalement, on lui dit c'est que pour les adresses qui sont en 10.0.0 quelque chose. En l'occurrence, il nous faudrait aussi celles qui sont en 192.168.20.0.
et toujours sur le masque 24. Voilà. Sans ça, forcément, il va essayer de les passer par l'autre interface par défaut, et donc ça ne fonctionnera jamais, on n'arrivera jamais à les faire passer par le VPN. Donc ça, c'est une première chose. On va enregistrer ça. Hop, on va refaire un coup de down, et ensuite un coup de up. Voilà, donc là on voit qu'il nous rajoute bien 2 routes, aussi bien la 10.00 comme il nous rajoutait avant, mais aussi la 192.168.20.0.24, il a fait passer également par WG0. Si on tente un ping, pour autant, on n'aura toujours rien. Alors, il y a 2 autres choses qu'il va falloir qu'on fasse. Pour faire du NAT, il faut déjà autoriser finalement le serveur à faire du transfert de paquets. Alors ça, c'est une option qui s'active en fait directement dans Linux. On va retourner dans la doc, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, ici dans cet article un petit peu plus détaillé, ici nous explique aussi comment fonctionne ce principe de NAT. Alors, nous, ce qu'il va nous falloir, ça va être ici la partie activation, finalement, de l'IP forward. Alors, moi, je n'ai pas accès à systemctl. Donc, pour ce faire, je vais aller changer directement sa valeur dans le fichier approprié. Donc, je vais retourner sur mon serveur, un coup de vim, et donc, il est situé ici. Donc là, je vois qu'il est déjà instancié à 1, donc pas de souci, je suis autorisé déjà à faire de la redirection de paquets. Donc jusqu'ici, tout va bien. Si jamais il était à 0, ça veut dire que je n'étais pas autorisé à faire de la redirection de paquets, en IPv4 en tout cas, et donc quoi qu'il arrive, ça n'aurait pas fonctionné. Malgré tout, on voit qu'il était déjà à 1 et que ça ne fonctionne pas, on n'a pas de redirection qui est faite. Alors, pourquoi c'est le cas? En fait, ici on vient transmettre, je vais vous remettre le schéma. On vient transmettre directement à cette machine-là. Comment est-ce que cette machine-là sait que le paquet qu'on lui envoie est à destination de celui-ci? Et encore plus particulièrement, comment est-ce que celui-ci, quand il va répondre, l'adresse IP source, du coup, ça sera la 20.3, va réussir à le transmettre jusqu'à lui et que lui puisse après communiquer, etc. Ils ne vont pas réussir à communiquer directement ensemble. Pour ce faire, il va falloir qu'au niveau du serveur, on écrive une règle NAT en fait pour lui expliquer, ok, tous les paquets qui sont à destination donc de telle URL, enfin de telle adresse IP, il va falloir que tu les faire passer par telle interface pour que tu les dispatches sur ce réseau et que tu obtiennes une réponse. Alors pour ça, il y a plusieurs règles qu'il va falloir qu'on mette en place. Alors elles sont déjà préparées. Je vais vous les montrer, je vais vous expliquer. Alors ici on va lui rajouter plusieurs règles, donc je vais vous les expliquer dans l'ordre. Donc ici on va lui dire, on va rajouter plusieurs règles directement dans IPTable. Donc notamment pour ce qui est du forward, ce qui arrive là ici avec -i, donc ce qui arrive de l'interface WG0, tu acceptes. Voilà, il faut accepter tout ce qui arrive de la WG0 et qui est en forward. Voilà, sinon il ne va pas réussir à transmettre le paquet. Cette règle n'est pas forcément indispensable, ça dépend de comment est-ce que votre IP table est configuré. Après, il vaut mieux le mettre parce que si jamais à un moment donné vous avez une restriction qui est mise en place en fait au travers de votre IP table, au moins cette règle-là, vous permettra d'accepter ces paquets-là. De la même manière, tous les paquets qui sont en sortie, donc ici en output vers WG0, il faut les accepter aussi. Forcément, on accepte les paquets entrants qui vont vers une autre machine, mais il faut aussi accepter les paquets qui viennent d'une machine qui sont sur notre réseau et qui repartent au travers du VPN. Voilà, ces 2 règles-là sont importantes. Je vous explique juste rapidement. Donc ici, on vient faire un append dans la partie forward. Tout ce qui est en input WG0, l'output finalement, c'est accept. Voilà. Ici, pareil, donc j'accepte tout ce qui est en output, accepté. Celle qui va vraiment nous intéresser, c'est celle-ci. Donc là, ici, pour le coup, il va y avoir une petite subtilité, c'est qu'on précise une table particulière. Autant ici, on était dans la table filter, ici, on va être dans la table NAT. Voilà. Et ici, on va rajouter une règle en post-routing, tout ce qui arrive en fait finalement de WG0, on veut qui est un output vers ETH1. Pourquoi ETH1? Finalement, c'est notre interface. Si je retourne ici sur mon serveur, que je fais un coup de IPA, ETH1, ça va être mon interface en 192.168.20 quelque chose, donc qui va nous permettre ensuite de communiquer avec les autres machines qui sont sur le même réseau. Et ce qui est très important, donc, c'est ce mot-clé mascarade. Qu'est-ce que ça veut dire mascarade? Finalement, ça veut dire qu'il va masquer l'adresse IP source, il va la remplacer. Pourquoi? Parce que ça veut dire quand il va envoyer le message à la deuxième machine qui est sur le réseau, il va lui faire croire que c'est lui qui envoie le message. Comme ça, ça va lui permettre ensuite à l'autre machine de lui renvoyer le message au serveur et que le serveur puisse ensuite nous le renvoyer à nous. Voilà, donc il fait ce jeu de chaise musicale un petit peu avec les IP sources et ce qui va nous permettre de bien faire transférer ce message au travers des machines pour qu'il arrive jusqu'à la nôtre. Alors, en réalité, ce qu'on peut faire, c'est jouer tout simplement ces 3 règles-là. Donc ici, je vais faire la partie accept.
Voilà, tout se passe bien. Je peux retester si je fais un ping. Bon, pour l'instant, aucun changement. Je vais faire l'accept aussi en output. Voilà, je vais vous remontrer un ping. Toujours pas de changement. En l'occurrence, moi, j'ai pas de règles qui sont bloquantes en fait. Hein, donc là, ces règles-là n'ont pas d'impact directement, mais elles sont importantes à mettre en place. Et donc là, on va mettre en place aussi la partie mascard. Hop, donc je joue cette règle-là. Ok, pas d'erreur non plus, tout va bien. Et si je refais un coup de ping, là, ça passe. Voilà. Grâce à cette règle-là, dans IPTable, il arrive à savoir, ok, tous les paquets, il faut que je les passe via ETH1 et je fais ce jeu des chaises musicales sur les adresses sources pour qu'ils puissent communiquer correctement. Voilà, donc cette règle-là est très importante. Alors évidemment, on ne va pas s'amuser à jouer ces trois règles-là manuellement à chaque fois qu'on va faire un WG Quick up WG0. Alors, il y a une possibilité, c'est d'aller modifier finalement le WG0.conf côté serveur, parce que c'est côté serveur qu'on a modifié tout ça, et de lui rajouter une ligne, donc qui est la post-up. Donc là, ça veut dire, dès que tu as réussi à monter ton interface, je veux que tu joues ces règles-là. Voilà. Maintenant, en parallèle de la post-up, ce qu'on va faire aussi, c'est la post-down. Donc en l'occurrence, je vais déjà les jouer à la main. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir annuler les règles qu'on aura mis en place au départ. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça sert à rien de se laisser traîner dans IPTable des règles qui ne servent à rien, surtout si l'interface n'existe plus, parce que si l'interface n'est pas faite pour être là en permanence, vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait des règles qui traînent et que ça fasse du coup un peu le bazar dans votre IPTable. Voilà, je vais déjà les supprimer vu que notre VPN est en train de tourner. Et ici, on va rajouter donc après le post-up, le post-down. Donc comme ça, automatiquement, à chaque fois qu'on va lancer l'interface, il va nous créer les bonnes règles, et dès qu'on va arrêter l'interface, il va nous supprimer les règles correspondantes. Donc si je fais un coup de, hop, je vais le réécrire, WG Quick. Donc on va faire un down, WG0. Voilà, ici tout va bien, et si on fait un up. Voilà, donc quand on fait un up, là j'ai une petite erreur, je me suis légèrement trompé. Ici, le post-up et le post-down, il va falloir qu'on les mette directement dans la partie interface. Hop, donc on va se remettre tout ça. Hop, je vais me reprendre donc ma post-up. Et ma post-down. Ok, impeccable. Je retente donc de faire un de WG0. Cette fois-ci, c'est bien passé et on voit qu'effectivement, il joue bien nos différentes requêtes en fait dans IPTable. Donc ici, pas besoin de remonter mon interface, hein, je n'ai fait aucun changement côté client. Si je refais mon ping, pour le coup, il fonctionne directement. Impeccable. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer du coup sur ce VPN WireGuard que je trouve relativement intéressant, relativement simple à mettre en place. Vous avez vu notamment que sur ce troisième client, on a pu communiquer avec lui. Hein, je vous remonte l'adresse IP hop, pour vous confirmer, on était bien, on faisait bien un ping là sur la point 3. On a pu communiquer avec lui même s'il n'avait pas de VPN WireGuard installé. En passant finalement au travers du serveur avec une petite partie NAT mais qui est très simple à configurer. Je vous fais juste une petite aparté aussi, hop, je retourne ici, sur la partie interface. Si jamais vous téléchargez finalement WireGuard pour Windows ou pour Mac, vous aurez une interface qui ressemblera à ceci. Voilà, au lieu de le faire en ligne commande, vous aurez cette interface. Et vous voyez qu'en fait, au milieu, dans le tunnel, vous mettez exactement le même style, enfin c'est vraiment la même syntaxe, hein, il n'y a rien qui diffère. La seule chose, c'est que ici, la public key et la private key seront créées automatiquement à chaque fois que vous allez appuyer sur Add Tunnel. Voilà, donc encore un petit peu plus simple. Vous faites OK, puis après vous l'activez. Donc très simple aussi à mettre en place. Sur Windows et Mac, cela fonctionne très bien. Deuxième petit aparté, si jamais vous êtes un fan de Docker, vous pouvez utiliser aussi l'image WireGuard qui est fournie par Linux Server et qui fonctionne très bien. Même je vous recommande, c'est plus simple qu'en fait que de s'embêter à faire toute l'installation, etc. Vous avez notamment la possibilité de définir à l'avance le nombre de peers que vous allez avoir et vous crée automatiquement les configurations, vous n'avez plus qu'à les partager avec les clients potentiels.
Donc c'était le petit tour de WireGuard que je voulais vous présenter, un VPN donc, qui est très sécurisé et très facile à mettre en place, que j'apprécie énormément et qui nous permet très rapidement de sécuriser certains réseaux et qui est relativement facile à comprendre une fois qu'on a un peu cerné, et surtout qui utilise donc ce principe de clé asymétrique qui est très agréable. C'est un principe qu'on utilise dans plein d'autres utilisations, notamment le HTTPS ou le SSH, et donc ça nous rassure parce qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne et c'est très très simple à mettre en place. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir si jamais ça a été le cas, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.